C'est le député des Landes, Boris Vallaud. Merci d'être là. Boris Vallaud, avant de laisser la parole aux questions de la salle, je demande à Dominique Métayer d'avoir ce petit mot pour vous accueillir. Il a un mot personnel pour vous accueillir, Boris Vallaud. Monsieur Boris Vallaud, bonjour. Monsieur le député, vous êtes donc socialiste des Landes, député socialiste des Landes, et vous représentez Madame Anne Hidalgo, candidate à l'élection présidentielle. Je vous remercie très sincèrement de votre présence. Vous savez que l'UDP représente 3 millions d'entreprises, d'artisans, de commerçants et de professionnels libéraux de proximité, soit les 2/3 des entreprises françaises. Autant dire que cette économie de proximité pèse lourd dans le paysage économique et social français. Je vous propose, monsieur le député, de vous exprimer pendant 15 minutes, dans un premier temps, pour exposer les grandes lignes du programme de Madame Anne Hidalgo, puis de dialoguer pendant 25 minutes avec les représentants de nos organisations, confédérations membres, qui vont vous solliciter pour votre avis sur les quelques-unes des 20 priorités mises en avant par l'UDP pour le prochain quinquennat. Monsieur le député, je vous cède la parole. À vous, Boris Vallaud. Du coup, vous avez 15 minutes pour nous exposer la vision de la candidate socialiste à l'élection présidentielle pour les entreprises de proximité. Merci, madame. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les présidentes et présidents. Merci de votre accueil. Et à travers les réseaux sociaux, je m'adresse à ceux de vos collègues landais que je rencontre régulièrement. Heureux d'être parmi vous pour représenter Anne Hidalgo. Heureux également d'être là au milieu de celles et ceux que je croise chaque semaine dans ma circonscription des Landes et qui me rappellent au souvenir de mon grand-père, qui était artisan, de mon père, qui était chef d'une petite entreprise. Et si j'osais le dire, je me sens en terrain familier parmi vous. Je sais ce que sont vos journées de travail, de dur labeur, mais je sais aussi ce que sont vos nuits quand la conjoncture est mauvaise, que le banquier tape à la porte, que les échéances arrivent et que les trésoreries sont maigres. Je sais le chef d'entreprise qui ne se paye pas pour payer son salarié. Je connais l'administration, parfois incapable de saisir la complexité des situations et de saisir la contradiction des sentiments qui sont ceux qui traversent les chefs d'entreprise accablés parfois par les difficultés. Et si je vous le dis, si je parle d'abord de vous, de vos vies quotidiennes, de vos vies pratiques et pas de vos vies théoriques, c'est parce que Anne Hidalgo a choisi dans cette campagne de mettre la question du travail au cœur de son programme. Et que parmi les premiers de ces travailleurs, il y a sans aucun doute vous, chefs d'entreprise. Et vos entreprises, elles sont importantes parce que ce sont des entreprises de proximité. Ce sont des entreprises créatrices d'emplois, créatrices de richesses, créatrices de liens sociaux. Et dans certains villages, dans certains quartiers, c'est le dernier commerce, c'est la seule entreprise, c'est le seul lien. Et voilà pourquoi, pour Anne Hidalgo, vous avez une place sans aucun doute singulière et que c'est de façon singulière qu'il faut prendre en considération vos préoccupations, celles que vous avez livrées dans votre livre blanc. Et considérer vos entreprises comme singulières, c'est dire avec netteté que vos préoccupations, votre environnement, votre cadre d'activité et de travail n'est pas celui des grandes entreprises et moins encore des très grandes entreprises. Et pour le dire, pour le reconnaître, il faut un ministère de plein exercice et depuis 5 ans, je dois dire que cela n'a été que très imparfaitement le cas. Vous n'êtes pas des grandes entreprises et je voudrais sur ce point essayer de répondre à quelques-unes des 20 priorités que vous avez mis en avant pour ne pas rester trop éloigné de votre livre blanc et du travail que vous avez accompli. En commençant par dire que Anne Hidalgo veut que le travail paye. Et si je le dis à la fois pour vous-même et pour vos salariés. Et je vais commencer par la question des salaires. Pour que le travail paye, il faut que les salaires permettent de vivre. C'est à la fois une question de dignité et une question d'attractivité. Et d'ailleurs, j'observe les récentes négociations qui ont lieu dans un certain nombre des branches dans lesquelles vos entreprises sont investies et qui ont donné des résultats intéressants, importants pour vos salariés. C'était en effet nécessaire, particulièrement dans cette période de tension. Voilà pourquoi Anne Hidalgo propose une augmentation importante du SMIC et l'ouverture de conférences salariales dans toutes les branches. Certaines sont à l'œuvre, d'autres doivent être accomplies. Mais je voudrais bien préciser les choses
pour dire ce qui préside à cette proposition, qui prend l'économie dans sa globalité, pas seulement sur un plan microéconomique, mais sur un plan macroéconomique. Et vous dire, dans le même temps, puisque nous l'avons défendu à l'Assemblée nationale au mois de février, que s'agissant des petites entreprises, nous avions prévu, pour amortir le coût de cette augmentation du SMIC, un système de crédit d'impôt. Ce qui préside à cette proposition, c'est une réflexion qui est plus globale sur le partage de la valeur ajoutée dans notre économie. Mesurez que depuis 2008, les 10% de salariés les mieux rémunérés ont vu leur rémunération augmenter 3 fois plus vite que les 10% des salaires les plus bas. Et que si la répartition avait été équitable dans cette création de richesse entre toutes les échelles de salaire, nous aurions aujourd'hui 20% des salariés les moins bien rémunérés qui auraient une rémunération de 10% plus élevée. Ce que je veux vous dire, et là je parle de vos revenus comme chef d'entreprise, c'est que quand Anne Hidalgo plaide pour une limitation des écarts de rémunération de 1 à 20, ça ne concerne pas vos entreprises, mais aujourd'hui, vous avez le patron d'une entreprise de la très grande distribution qui gagne 300 fois ce que gagne sa caissière. Lorsque Anne Hidalgo et les socialistes à l'Assemblée nationale se battent pour la taxation des multinationales, pas seulement des GAFA, de toutes les multinationales qui consolident 40% de leurs résultats dans des paradis fiscaux. Lorsque nous posons la question de la conditionnalité sociale et environnementale d'un certain nombre d'aides, au plan national comme au plan international. En réalité, ce sont des mesures de justice pour vous-même. Parce que je veux le dire là aussi avec netteté, vous payez indirectement ces surrémunérations et vous payez les impôts de ceux qui ne paient pas ceux qu'ils devraient. Il manque 20% de l'impôt sur les sociétés au niveau de l'Union européenne. Qui, de fait, les paye? Eh bien, c'est bien souvent vous-même. Et c'est ainsi, je crois, qu'il faut envisager la question du coût du travail. C'est dans une plus juste répartition de la valeur ajoutée. Mais je voudrais ajouter, parce que vous posez la question à juste raison. Vous êtes attaché à la question des retraites. Nous aussi, mais nous préférons les salaires aux primes qui sont non contributives, parce que ça pose des difficultés de financement de la protection sociale et en particulier de la branche vieillesse. De la même manière, si nous défendons l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est qu'il manque des dizaines de milliards d'euros à la protection sociale. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes à la fois défavorables à une réflexion supplémentaire sur les baisses de cotisations, qui sont à zéro au niveau du SMIC, mais que nous voulons néanmoins travailler sur la diversification des ressources de la protection sociale qui ne pèsent pas sur le seuil travail. La deuxième chose, c'est que Anne Hidalgo veut pour vous de la stabilité, de la lisibilité et de la confiance, et vous avez raison de dénoncer cette maladie très française qu'est l'inflation réglementaire et législative, et je vous dois presque des excuses puisque j'ai sans doute dû y participer en qualité de parlementaire, même si je dois dire que dans l'opposition, nous participons moins à cette inflation que lorsque nous sommes dans la majorité. Mais la vérité m'oblige à dire, parce que je l'observe, dans les rapports qui sont ceux aux politiques publiques et à l'administration, on n'y comprend plus rien. Bien souvent, vous n'y comprenez plus rien. Et d'ailleurs, nous avons réussi le tour de force dans les maisons des services publics à inventer un nouveau métier, qui est celui de traducteur français administration français. Et si je le dis, c'est que nous devons désormais penser les politiques publiques, et c'est la proposition d'Anne Hidalgo, à partir de celles et de ceux auxquels elles sont destinées. Nous devons aussi rematérialiser l'administration, vous donner des vrais interlocuteurs, des visages, des noms auxquels vous adressez. Voilà aussi pourquoi nous sommes attentifs à la proposition que vous faites s'agissant des comités de suivi des difficultés des entreprises. Il y a besoin de ce visage et de cette possibilité de parler à un responsable de l'administration. Et si je vais un peu plus loin sur la prise en compte des difficultés de trésorerie qui peuvent être les vôtres, des propositions que nous avons défendues à l'Assemblée nationale et que je défends aujourd'hui devant vous dans le cadre de la campagne présidentielle, nous avons proposé d'inverser l'ordre des créanciers privilégiés. Lorsque, vous savez, une entreprise fait faillite, l'État est le premier à être, j'allais dire, remboursé de ses dettes. Et bien souvent, ça met vos entreprises, si celle qui fait faillite est de vos clients, en difficulté. Nous voulons que vous soyez les premiers remboursés. De la même manière, vous avez parfois des dettes croisées. Vous devez payer des impôts à l'État, mais l'État est en dette vis-à-vis de vous. Nous proposons que ne soit payé que le solde. Et enfin, dernière chose, ces intérêts moratoires, quand il s'agit de délais de paiement que l'administration n'exécute pas, nous voulons qu'ils soient rendus obligatoires. Il n'y a pas de raison que vous fassiez la trésorerie des collectivités locales et moins encore de l'État. Anne Hidalgo veut également de la justice économique et de la loyauté dans la concurrence. Nous sommes le parti de la justice, mais nous sommes aussi le parti de la justice en matière économique. Et quand je dis cela, je pense à la question qui vous préoccupe de l'accès aux marchés publics, qui sont bien souvent conçus pour tout autre que pour vous-même. Vous faites des propositions
que nous faisons nôtre. On aurait pu rajouter la question de la taille des allotissements. Je rejoins vos propositions sur la mise en œuvre effective du Small Business Act pour l'avoir plus souvent qu'à mon tour dans d'autres fonctions, et Pierre s'en souvient sans doute, défendu. Mais je voudrais, avec Anne Hidalgo, évoquer deux autres sujets. Le premier, c'est le commerce de centre-ville, et nous souscrivons à l'idée que la politique de revitalisation des centres-bourgs doit demeurer une priorité de l'action publique nationale et locale. Mais j'allais dire, j'y mets un caveat supplémentaire. C'est que nous ne pouvons pas avoir cette réflexion sans nous poser la question de savoir si nous devons continuer d'autoriser des surfaces commerciales, de très grandes surfaces, qui viennent affaiblir la politique de revitalisation des centres-bourgs. Ça, c'est la première chose que je voulais évoquer. Et quand j'évoque la question de la justice et de la loyauté de la concurrence, il y a un deuxième sujet qui vous préoccupe, je le sais, c'est celui des travailleurs des plateformes et du risque d'ubérisation d'un certain nombre de vos métiers. Vous vous inquiétez, au fond, à la fois de la sauvegarde du salariat et de la sauvegarde de l'indépendance. Voilà pourquoi, avec Anne Hidalgo et à l'Assemblée nationale, nous sommes opposés à la proposition qui a été faite par le gouvernement, en réalité sous couvert de vouloir organiser le dialogue social avec les travailleurs des plateformes, d'inaugurer ce qui nous apparaît assez nettement comme un tiers-statut, qui est en réalité le cheval de Troie de la concurrence la plus déloyale vis-à-vis de vos entreprises. Et je sais déjà que vous avez eu à souffrir, pour un certain nombre d'entre elles, de la concurrence des entreprises d'auto-entrepreneurs. Et je voulais vous le dire avec netteté. Anne Hidalgo veut construire l'industrie de demain avec les ouvriers d'aujourd'hui. Elle veut construire le commerce de demain avec les commerçants d'aujourd'hui, l'artisanat de demain avec les artisans d'aujourd'hui. Bien souvent, quand on construit l'avenir, on oublie le présent et ceux qui en sont les acteurs. Cela pose des questions de recrutement, de formation initiale et continue, mais aussi d'adaptation à deux grandes révolutions, la révolution numérique qui n'a donné à voir qu'une part d'elle-même, et évidemment la transition environnementale qui, chaque jour, nous en sommes les témoins, s'impose un peu plus à nous. Anne Hidalgo, vous l'avez entendu dire, veut remettre l'école au centre du village. Elle dit à travers cela son attachement à la formation initiale, en particulier à la formation professionnelle, et ce qui me permet de dire que les propositions que vous formulez en la matière, s'agissant de la gestion anticipée d'un certain nombre de compétences, la nécessaire souplesse et rapidité d'adaptation entre les formations et vos besoins de recrutement, nous pouvons les faire nôtres. De même, nous partageons la nécessité de prolonger les efforts accomplis en matière d'apprentissage. Et quand je parle d'efforts, je parle du niveau de soutien financier à l'apprentissage qui a permis à beaucoup d'entre vous, un apprenti sur deux et dans vos entreprises, d'être au rendez-vous de cette formation. L'orientation est un sujet majeur. Et là, je veux le dire aussi, Anne Hidalgo propose de créer un vrai service public de l'orientation. Elle propose aussi de supprimer Parcoursup parce qu'il y a une confusion entre ce qui relève de l'orientation et ce qui relève de la sélection. La sélection est à certains égards, dans la façon dont elle s'accomplit aujourd'hui, totalement étranger à la question de l'orientation. S'agissant de la visibilité des métiers, vous formulez des propositions. Elles sont bonnes. J'ai vu, moi, ce que les portes ouvertes dans les CFA, dans les lycées professionnels, dans les campus de métiers, révèlent aux jeunes qui s'y présentent de vocation. Et donc, il faut en effet le faire. On sait que le travail sur l'image est une question tout à fait importante. Nous souscrivons également à la question de la formation continue dans les entreprises de moins de 50, particulièrement après ces 2 ans que nous venons de vivre. Vous avez perdu un certain nombre de vos salariés sans forcément les retrouver. Il faut former à nouveau ceux que vous embauchez. Et puis, un mot, puisque vous l'évoquez, sur la gouvernance de France Compétences, je dois vous dire, et c'est un fonctionnaire de l'État d'une certaine manière qui le dit, nous avons trop étatisé cette institution. Et cette institution a gagné en recentralisation, nous l'avons perdu en proximité avec les acteurs du territoire, avec vous-même, avec les branches et avec les collectivités locales. Je pense en particulier aux régions. Petite extrapolation, puisque vous l'évoquez, l'entreprise pour vivre a besoin de recruter, elle a besoin de pouvoir être aussi transmise. C'est une préoccupation que nous avons avec vous, à la fois pour les personnes qui viendraient de l'extérieur de l'entreprise, mais nous voulons aussi soutenir ceux des salariés qui voudraient reprendre l'entreprise, soit directement, soit sous forme coopérative, parce que nous savons qu'il y a des espérances de vie de l'entreprise qui sont bien supérieures. Vous évoquez un fonds, pourquoi pas? Nous avons proposé, pour ce qui nous concerne, un crédit d'impôt sur des investissements matériels et immatériels au moment de la reprise pour pouvoir se mettre à niveau en termes d'équipement et de formation.
Sur l'adaptation, et je vois que vous me regardez avec des yeux sévères, mais il me reste un Non, peu pas de temps. sévère, il vous reste 2 minutes. C'est très bien. Concernant le tournant numérique et environnemental, vous savez que nous rétablissons un ISF climatique qui va permettre d'alimenter un fonds qui sera à votre disposition pour financer vos investissements. Et puis je voudrais terminer, parce que sinon je vais me faire disputer, par évoquer la question du dialogue social et de la place des TPE-PME. C'est un sujet qui est extrêmement important. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir dans un certain nombre de vos questions. Je crois qu'il n'y a pas de vitalité démocratique sans un dialogue social de qualité à tous les niveaux. Nous connaissons à la fois les avantages de la réforme de 2014 et ses limites, en particulier pour ce qui vous concerne, puisque vous représentez les 2 tiers des entreprises françaises, mais que si je regarde votre représentativité au terme des élections professionnelles, 5,03%, évidemment, cela ne correspond en rien à la réalité de votre situation. C'est la raison pour laquelle, évidemment, j'ai perdu la page dans laquelle je me dévoilais totalement. Eh bien, Anne Hidalgo est prête à réexaminer les questions de calcul de la représentativité que vous évoquez vous-même pour les plus ou moins de 11 salariés. De la même manière, j'ai vu que vous évoquiez la nécessité de réfléchir au seuil de représentation en nombre d'entreprises. J'aurais tendance à vous suggérer plutôt de réfléchir en nombre d'employeurs pour pas qu'il n'y ait de surreprésentation des auto-entrepreneurs. Vous posez une seconde question, et vraiment c'est ma conclusion, je vous le promets, j'en prends l'engagement. Vous évoquez la question de la sauvegarde des dispositifs de 2017. Il faut bien qu'on ait quelques points de désaccord, au moins pour pouvoir en parler. Vous savez que nous sommes opposés à la barémisation en matière d'indemnité prud'homale, de la même manière que nous considérons que la simplification de la représentation des salariés n'a pas permis d'améliorer le dialogue social. Nous aurions préféré ce qui avait été mis en place au moment des 35 heures, qui était le mandatement. Mais là, je pense qu'il y a un chantier pour vous et pour la puissance publique que nous devons engager. En tout cas, il n'y a pas pour nous de sujet qui soit exclu du champ de la discussion. C'est le principe même de la social-démocratie qui est d'abord une méthode, la fabrique du compromis au bénéfice de l'intérêt général. Je voudrais vous dire, et ce sera mon mot de conclusion, parce que vraiment, parce qu'il y a des questions derrière. Il y a des questions derrière. C'est que Anne Hidalgo vous accorde une place éminente dans l'idée qu'elle se fait de l'économie de ce pays, parce que vous êtes les vrais capitaines d'industrie, ceux qui savent ce qu'entreprendre veut dire et ce que prendre des risques signifie. Et c'est vraiment mon point final. Merci. Voilà. Vous allez encore avoir l'occasion de répondre aux questions de la salle. Merci Boris Vallaud, qui, je le rappelle, a œuvré à l'élaboration du projet de la candidate socialiste pour cette élection présidentielle. C'est donc le temps des questions des représentants des différentes organisations professionnelles. On le rappelle, cet événement est retransmis en direct sur le site de l'UDP. Merci de nous suivre pour cette matinée exceptionnelle. La première question, Boris Vallaud, vous est posée par Michel Picon, vice-président de l'UDP et président de l'Union nationale des professions libérales. C'est à vous, Michel Picon. Bien, et qu'il doit se lever, si j'ai bien écouté les consignes. Je me lève. Levez-vous, c'est très bien. Comme ça, tout le monde vous entend, tout le monde vous voit. Merci, monsieur le député, de ce rappel, à l'ordre. Alors, vous avez déjà en partie répondu. Moi, je voudrais vous parler de dialogue social. Vous l'avez évoqué à 2 reprises. Le dialogue social, vous appelez de vos voeux une grande conférence sur les salaires et puis un débat plus nourri dans les branches. Et donc, vous l'avez aussi évoqué, la place des petites entreprises dans ce dialogue social qui est très souvent, le plus souvent, et majoritairement confisqué par les grandes entreprises. Vous citiez un certain nombre de sujets qui nous concernent un peu moins, les écarts de salaire, la place des femmes dans nos entreprises. La place des femmes dans nos entreprises, particulièrement les professions libérales, elle est parfois à plus de 50% de nos effectifs. Et donc, vous avez souligné ce caractère un peu injuste de la place des petites entreprises dans la représentativité patronale et dans le dialogue social. Mais concrètement, comment comptez-vous vous y prendre pour redresser les choses, faire en sorte que ce coefficient, pardon de le rappeler, mais ces dispositions ont été prises à un moment où vous étiez aux affaires, le Parti socialiste, sous le ministère de Madame El Khomri. Et donc ce sujet-là, comment concrètement vous pensez pouvoir le redresser quand on sait le poids que les grandes entreprises du CAC 40, que tous les candidats décrient, mais lorsqu'on est au pouvoir, on ne les décrit plus, on les reçoit avec beaucoup plus de courtoisie que ce qu'on le fait avec les petites entreprises. Donc concrètement, comment vous vous y prenez ? Merci. Oh, je crois en tout cas dans la responsabilité avec les miennes, vous avoir toujours accueilli avec courtoisie. Ou alors franchement, vous auriez raison de m'engueuler si ce n'était pas le cas.
D'abord, vous dire, je l'ai dit, la candidature d'Anne Hidalgo est une candidature social-démocrate. Et j'ai évoqué une méthode qui est la fabrique du compromis et le dialogue permanent. Je dois vous dire que le sentiment qui est le nôtre, c'est que ce quinquennat a, j'allais dire, essoufflé, essoré la Ve République, est aujourd'hui incapable de débat et incapable des grands compromis républicains dont on a été capable. J'ai éprouvé, comme parlementaire, l'affaiblissement du débat parlementaire. Je crois que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez éprouvé aussi les limites qui ont été posées par le gouvernement au dialogue social. Et un certain nombre de lieux du paritarisme ont reculé dans ce quinquennat. Ça aurait été le cas pour la réforme de retraite si elle avait été allée au bout. C'est manifestement le cas de l'UNEDIC, puisque la réforme de l'assurance chômage, quoi qu'on en pense, a été faite, c'est une première depuis 40 ans, contre l'avis des partenaires sociaux. Donc on a besoin de vitalité démocratique. Et on a besoin de vitalité démocratique à tous les niveaux, dans un dialogue avec les entreprises. Et au cours du dernier quinquennat, puisque vous l'évoquiez, il y a eu de nombreuses conférences sociales, qui étaient des rendez-vous dont certains trouvaient que c'était une grand-messe, mais enfin qui ont produit un certain nombre de résultats, puisque je relevais que certains accords nationaux interprofessionnels, je pense à la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels de 2013, je pense à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle en 2013 aussi, à la formation professionnelle, à l'indemnisation du chômage en 2014, eh bien, ont été signés par l'UPA à l'époque, puisque c'était le périmètre de l'époque. Et donc nous partageons votre préoccupation. Et d'ailleurs ce constat, Anne Hidalgo le fait. Je le fais, moi, à la fois comme député et parce que je l'ai vécu. Il y a besoin de laisser plus de place aux très petites entreprises, aux chefs d'entreprise. J'ai dit le poids, et vous l'avez dit mieux que moi, le poids que vous représentiez dans l'économie. Mais le système de pondération de 2014 a montré ses limites entre le nombre de salariés et le nombre d'employeurs. Il y a sans doute une surpondération du nombre de salariés par rapport au nombre d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Et donc, c'est cette pondération-là que nous avons besoin de revoir. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ouverts à une réflexion pour affiner le calcul de la représentativité et plus largement pour améliorer les outils du dialogue social. Et vous évoquez l'instauration d'un double mécanisme de représentativité pour les plus de 10, 11, moins de 10, 11. Eh bien, oui, travaillons là-dessus, en mesurant toutes les conséquences, puisque je crois que la CAPEB a le désir que, s'agissant de la branche bâtiment, ce soit le cas. Bon, ça veut dire qu'on double le nombre de branches. On avait aussi une réflexion pour diminuer le nombre. Donc il va falloir voir comment, au fond, face à des injonctions qui peuvent être contradictoires, on arrive à réconcilier tout ça. Mais oui, il y a besoin de ça. Parce que je parlais de politiques publiques qui, aujourd'hui, paraissent faites pour tous, sauf pour ceux à qui elles s'appliquent ou qu'elles concernent. Je le vois quand je suis avec des chefs d'entreprise dans ma permanence, dans ma circonscription, et que nous sommes à la recherche d'un interlocuteur. Quand parfois il me faut appeler, moi, député, la direction régionale de telle ou telle administration, pour avoir un interlocuteur local. Quand, moi, député, je suis obligé d'appuyer sur la touche 9, puis sur la touche dièse, pour hypothétiquement avoir quelqu'un, je sais que ça n'est pas possible. D'où la question de la rematérialisation de l'administration. Donc, la question de notre représentativité, cette réflexion-là, elle me paraît fondée pour ajuster au mieux les politiques qui vous concernent et pour que le ciblage des aides, pour que la réflexion sur l'évolution des lois et des normes, eh bien, vous implique totalement. Donc oui, c'est un engagement que Anne Hidalgo prend. C'est une des conditions de la qualité du dialogue social. Alors évidemment, si je parle de qualité du dialogue social, c'est-à-dire que cette réflexion-là sur la représentativité, elle ne peut pas se faire en dehors d'une réflexion, d'une concertation avec l'ensemble des organisations patronales. Mais moi, j'ai la conviction que tout le monde y a intérêt. Je ne sous-estime pas par avance la difficulté de l'exercice. Boris Vallaud, on va passer à la prochaine question qui vous est posée cette fois par Gérard Polo, le membre du Conseil national du DP et représentant de la Confédération de l'artisanat et des métiers de service. Gérard Polo, c'est à vous. Oui, bonjour. Alors que les artisans et les commerçants et les professions libérales créent des emplois, plus d'un tiers ont des difficultés pour recruter, par manque de candidats. Pour autant, la France est loin du plein emploi. Vous insistez dans votre programme sur la revalorisation des salaires, la protection contre le chômage ou la réduction du temps de travail. Mais quelles sont vos propositions pour résoudre ce paradoxe français et pour que les emplois de l'économie de proximité y trouvent preneur?
Boris Vallaud, à vous la réponse. Il y a pas mal de questions, donc il faut qu'on essaye j'ai bien compris. de cibler le temps des réponses. Il faut que je sois court, c'est ça? S'il vous plaît. Bon, vous avez raison, merci. Oui, il y a un paradoxe et nous mesurons en ce moment les tensions que nous avons sur l'emploi. Et d'ailleurs, ces réflexions ne vous sont pas étrangères, aux négociations que vous avez conduites dans un certain nombre de branches. Je pense à l'hôtellerie-restauration, s'agissant des rémunérations. Et avec des efforts accomplis qui sont des efforts importants pour restaurer l'attractivité des métiers. Je l'ai dit tout à l'heure, la question de la dignité au travail est importante. La question de la qualité de vie au travail est importante, de la santé au travail. Voilà pourquoi je ne l'ai pas évoqué. Mais dans le programme d'Anne Hidalgo, la santé a une place tout à fait particulière, à la fois la santé au travail, connaissance, prévention et reconnaissance des maladies professionnelles, dans un accompagnement des chefs d'entreprise, parce qu'on ne peut pas vous laisser seuls face à ces questions-là qui sont dures, qui sont techniques. Ça veut dire qu'il va falloir renforcer la médecine du travail. Le sujet de la médecine, de manière générale, vous le savez, est une question compliquée. Et la démographie médicale, un sujet présent et à venir dont nous voulons là aussi nous saisir. Il y a la question de la formation initiale et continue. J'ai parlé de la formation tout à l'heure. Je crois que nous avons besoin de construire une société apprenante dans laquelle les allers-retours avec le monde de la formation sera permanent. Nous avons besoin de cette capacité d'adaptation et de réactivité. Nous avons également un problème de mobilité à régler. Et je pense qu'à bien des égards, ce problème de mobilité en milieu rural est devant nous. Vous savez que vous avez près d'un tiers des Français qui, au moins une fois dans leur vie, ont refusé un emploi faute de moyens de transport pour s'y rendre. C'est donc une difficulté que nous voulons résoudre, en particulier, évidemment, pour les plus modestes des Français. C'est la question, en ce moment, de la baisse de la TVA sur l'essence, mais c'est de façon plus longue. J'ai vu que le président candidat, je ne sais pas trop, en fait la proposition. Nous avons proposé un leasing social sur les véhicules électriques pour que les plus modestes ne soient pas prisonniers de leurs véhicules qui, en plus de ça, ne pourront pas aller dans un certain nombre de centre-ville demain. Sur la question de la gestion des transitions professionnelles, elles concerneront certains de vos salariés et puis elles concerneront beaucoup de gens qui pourraient rejoindre vos entreprises. Nous voulons une sécurité sociale qui soit capable de gérer les transitions professionnelles, que les temps de chômage soient des temps de formation. Quand je dis construire l'artisanat de demain avec les artisans d'aujourd'hui, c'est cela aussi, être capable de ces mutations professionnelles. Aujourd'hui, beaucoup de transitions professionnelles dans notre modèle actuel sont autant de sauts dans le vide. On a besoin de sécuriser ces parcours professionnels. C'était l'idée du compte personnel d'activité à bien des égards. Il faut le reprendre. Nous avons appelé ça l'assurance chômage universelle qui pourrait accueillir les indépendants, mieux que ne le fait la réforme actuelle, parce que j'ai regardé les chiffres. C'est tout à fait cosmétique. Donc voilà, pour répondre à un certain nombre de questions, parce que je sens le poids de votre... Il y a une question maintenant, c'est mon rôle malheureusement, mais il faut que tout le monde puisse poser ces questions. Une question maintenant qui vient du public sur les réseaux sociaux et que je me permets de relayer. Installées partout sur le territoire, les entreprises de proximité participent à la revitalisation des centres-villes. Vous avez commencé à l'évoquer. Pour autant, ces entreprises sont trop souvent tenues à l'écart des dispositifs d'aide à la transformation numérique et écologique à cause des contraintes de taille et de ressources. Votre programme s'attache à redémarrer les capacités de recherche et d'innovation de la France. Comment peut-on faire bénéficier les plus petites entreprises et comment peut-on mieux les accompagner, Boris Vallaud? Alors, d'abord, vous avez raison de dire que la question, au fond, le dit en filigrane. Les chefs d'entreprise que vous êtes, si vous êtes chef d'une entreprise du bâtiment, vous êtes et maçon et chef d'entreprise. Dans les plus grandes entreprises, on est ou l'un ou l'autre. Vous êtes tous là à la fois. Et donc, il y a besoin, en effet, d'un accompagnement particulier. Quand on parle de la transition numérique et environnementale, il est faux de dire qu'il n'y a pas de dispositif. Si je regarde, s'agissant des dispositifs à destination des TPE-PME, pour n'en citer que quelques-uns, il y a la plateforme Clique Mon Commerce pour la vente en ligne, il y a le chèque numérique, il y a la garantie prêt de France Numérique, mais enfin, tout cela, je ne suis pas certain que sur le terrain, les commerçants, les artisans, les professions libérales le sachent bien. On a un problème d'accès à l'information. On est en train de le résoudre d'une certaine manière à travers les maisons des services publics, mais qui sont pour les particuliers. On a besoin de faire ce même effort, de donner des interlocuteurs, donner de la lisibilité
aux chefs d'entreprise. On évoque, vous le savez souvent, pour le recours à un certain nombre de prestations sociales, des non-recours. Eh bien, parmi les chefs d'entreprise, il y a beaucoup de non-recours à des droits, à des dispositifs, à des aides auxquelles ils pourraient prétendre. Donc la première des choses, c'est celle-là. Ensuite, la question de l'accès à l'innovation pour les petites entreprises, pour les PME. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je veux dire que d'une manière générale en France, on a un tout petit problème de transfert de technologie, d'industrialisation de l'offre. Les Allemands sont bien meilleurs que nous avec, vous savez, ce qu'on appelle les Fraunhofer. Nous avons des instituts Carnot, nous avons des centres techniques, mais tout cela mérite d'être développé et surtout d'être conçu dans la proximité et le dialogue avec les TPE et les PME. Et je pense que vos représentants, si ce n'est déjà le cas, devraient investir les conseils d'administration de ces institutions-là. Et puis, il y a des initiatives locales que l'État doit soutenir et qu'il nous faut soutenir. Pardon, je vais être très chauvin. Ce sera une occasion d'inviter le président dans les Landes. Nous avons créé dans les Landes Domoland, qui est un technopôle dans lequel il y a de l'accompagnement des chefs d'entreprise, de l'anticipation des nouveaux métiers et de nouvelles techniques constructives. Il y a la mise à disposition de formations, d'outils qu'une entreprise seule ne se paierait pas, donc ce sont des outils mutualisés, et ça développe des réseaux professionnels. On a besoin de cela pour que, au fond, l'innovation infuse et diffuse dans vos pratiques professionnelles, que vous soyez capable d'être formé et d'avoir les outils pour cela. Et donc c'est en effet de l'accompagnement, du ciblage, et puis le maquis administratif que j'évoquais, il faut à toute force le simplifier. Voilà. Et la stabilité réglementaire et administrative, c'est aussi dans la mise en œuvre de certaines politiques publiques. Pardon, je termine juste sur cette question-là. Quand je dis stabilité, on parle beaucoup de rénovation thermique des logements. Nous avions consulté la CAPEB, d'ailleurs, dans ce cadre-là. Nous avions proposé ce que nous avions appelé la prime climat, qui s'appelle le zéro reste à charge rénovation dans le programme d'Anne Hidalgo, qui consiste à un zéro reste à charge au moment des travaux, un préfinancement par la Caisse des dépôts, une assistance à maîtrise d'ouvrage par l'ANA, et le lien technique et financier se fait non pas avec le propriétaire, mais avec ces deux institutions-là, et un remboursement au moment de la mutation. Eh bien ça, c'est 40 ans de stabilité et de visibilité que l'on donnait aux chefs d'entreprise qui, dans cette affaire, sont, vous savez, on disait les hussards noirs de la République pour les profs, et bien là, c'est les hussards verts. Merci Boris Vallaud. La prochaine question vient de Jean-Pierre Chedal, membre du Conseil national de l'UDP et de la Confédération générale de l'alimentation en détail. C'est à vous, Jean-Pierre Chedal. Oui, bonjour Monsieur le député, merci d'être parmi nous. Ma question, elle est liée au centrage des politiques au service des TPE-PME. On s'aperçoit, et ça c'est un constat, que les politiques ont été souvent inspirées par les grosses entreprises, par les secteurs structurés, pour établir leur politique réglementaire, fiscale, sociale. Et il se trouve aujourd'hui que nous avons d'un côté le monde de la finance, de l'autre côté le monde de l'économie numérique avec les GAFAM, et pour ce qui concerne notre secteur, des zones d'inquiétude. Et nous voudrions savoir comment vous allez cadrer une parité fiscale par rapport au monde de la finance et par rapport au secteur de l'économie numérique, et comment vous concevez l'existence, la pérennité du secteur des TPE, PME, professions libérales, tant dans le secteur des villes d'une manière générale, mais aussi dans les ruralités. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup de votre question. J'évoquais tout à l'heure dans mon intervention la question de la justice économique et de la loyauté de la concurrence. Et au fond, ce que vous évoquez dans votre question n'est pas indifférent à cela. Vous évoquez la parité fiscale. Je l'ai dit tout à l'heure, les multinationales, et pas seulement les GAFAM, toutes les multinationales, consolident 40% de leurs résultats dans des paradis fiscaux ou des pays dont la fiscalité est très faible. La conséquence de cela, c'est qu'il manque 20% du produit de l'impôt sur les sociétés à toute l'Union européenne. Ça manque à nos services publics, ça manque à nos écoles, ça manque à nos hôpitaux. Et d'une certaine manière, pour les financer, eh bien, on taxe la matière qui est la moins mobile, la vôtre. Et donc, c'est une mesure de justice que de dire il faut, et nous avons travaillé sur la base des travaux de Gabriel Zucman, qui est un jeune économiste français, mais qui travaille à Berkeley. Nous avons travaillé sur ce sujet-là. Nous avons fait des propositions à l'Assemblée nationale, nous en faisons dans cette campagne, pour que les multinationales soient taxées là où elles font leur chiffre d'affaires. Les entreprises américaines font aujourd'hui
déclare aujourd'hui moins de chiffre d'affaires aux États-Unis, déclare plus de résultats en Irlande qu'aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Japon et en Italie réunis. Il y a quand même une difficulté qu'il faut résoudre, parce que moi, je ne me résous pas à ce que vous payiez les impôts des autres. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la question de la représentativité et de la réflexion sur votre représentativité. C'est une réflexion sur le poids qui doit être celui des TPE et PME dans les discussions que les organisations patronales doivent avoir, plus demain qu'aujourd'hui, avec le gouvernement, comme d'ailleurs avec les collectivités locales. Je pense en particulier aux collectivités régionales qui sont en première ligne, et elles doivent l'être plus encore demain du développement économique des territoires. Il y a besoin de ce poids-là. Et il y a besoin de ciblage. Je le disais tout à l'heure, Anne Hidalgo veut, j'allais dire, un traitement singulier de préoccupations qui sont singulières. Vos problèmes ne sont pas ceux, sauf erreur de ma part, vos revendications ne sont pas celles de la FEP. Bon, mais c'est deux mondes. Et donc, nous croyons à l'économie réelle, à la finance mise au service de cette économie réelle. Vous avez besoin de pouvoir compter sur vos banquiers, et pas seulement quand vous avez de l'argent sur votre compte. Voilà. Merci Boris Vallaud. Et c'est parfait, il nous reste 5 minutes pour une question et une réponse. C'est le parfait timing, merci de le respecter. La prochaine question vient de Corinne Postel, membre du Conseil national de l'UDP et de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Bonjour Corinne Postel, c'est à vous. Bonjour monsieur le député. Donc l'UDP est particulièrement attaché au maintien d'un système de retraite par répartition et notamment au système de santé français en général. Et il faut absolument redonner du confiance dans ce système. Et plus globalement, il faut donner un équilibre. Il faut retrouver un équilibre pour valoriser le travail indépendant au même titre que le salariat. Donc, ma question est, donc, quel regard portez-vous sur le système social dans son ensemble et quelle place accordez-vous au travail indépendant ? Alors, plusieurs questions en une, donc j'aurai droit à plusieurs réponses. Il y a 5 minutes en tout. Bon. C'est à vous. Sur le travail indépendant, je vous l'ai dit, nous, on défend la vraie indépendance. Et c'est la raison pour laquelle nous luttons à toute force contre l'ubérisation de l'économie. Et nous ne sommes pas du côté de la défense du modèle économique des plateformes. Parce qu'un modèle économique qui a besoin de faire de l'optimisation sociale et fiscale pour exister, en fait, on n'en a pas. Ça n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle nous plaidons pour la présomption de salariat et pour l'inversion de la charge de la preuve devant les tribunaux. Ça nous paraît important. Et le tiers-statut, nous n'en voulons pas. Et ce qui est regrettable dans la position que prend le gouvernement, c'est que c'est à rebours des décisions de la Cour de cassation, mais aussi des décisions des cours suprêmes en Grande-Bretagne, en Autriche, en Italie. L'Espagne a fait cette présomption de salariat, et nous, on est dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Et je trouve une contradiction dans les termes en parlant de dialogue social, puisque la proposition de loi, c'est organiser le dialogue social des travailleurs des plateformes, tout en disant que ce sont des indépendants. Oui, il y a quand même une petite contradiction dans les termes. Ça, c'est sur la première chose. Ensuite, sur l'attachement au modèle social. Nous sommes très attachés au modèle social, à sa soutenabilité. En 2017, la protection sociale dans son ensemble, qui est un périmètre plus large que la sécurité sociale, était excédentaire. Le trou de la Sécu, le fameux trou de la Sécu, remboursé par la caisse d'amortissement de la dette sociale, devait être bouché en 2024. Vous le savez, la crise de la Covid est passée par là, et nous avons des dettes supplémentaires. Mais écoutez, il fallait bien que notre système social joue son rôle d'amortisseur. Il y aura évidemment à rembourser. Ce n'est pas une priorité, mais il y aura sans aucun doute à le faire. Par la croissance, par des rentrées fiscales, il faut l'espérer, mais aussi par la mise à contribution de ceux qui peuvent le faire. Je vous le dis, c'est la solidarité des très grandes fortunes et des très grandes entreprises. Je n'y reviens pas. Vous évoquez deux choses. Sur la protection sociale, je dirais l'assurance maladie. La question de la démographie médicale, la question de la place de l'hôpital qui a consenti des efforts importants avant la crise de la Covid, puisque vous vous souvenez qu'en octobre 2019, quand nous discutons du projet de loi de financement, il y a déjà 18 mois de grève des services d'urgence et des services des hôpitaux partout en France. Parce qu'il est vrai que depuis 10 ans, l'État a demandé beaucoup d'efforts aux soignants. Et ils l'ont fait doublement. Ils l'ont fait parce que leur charge de travail, le nombre d'actes délivrés par soignant a augmenté de façon considérable jusqu'à un point de rupture, et parce qu'on a gelé aussi le point d'indice. Et donc, sur ces deux sujets-là, nous avons fait des propositions, à la fois sur les rémunérations des soignants, et ce qui on n'a accompli qu'une part du chemin, et de réforme de la gouvernance et du pilotage des politiques de santé qui ne doivent pas être commandées par des indicateurs budgétaires, mais par des indicateurs de santé publique,
notamment l'espérance de vie en bonne santé et les différents écarts d'espérance de vie. Sur le point précis des retraites, que vous évoquez particulièrement, nous sommes évidemment attachés au système par répartition. L'équilibre financier, pour regarder les derniers rapports du corps, n'est pas aussi alarmant que voudrait le dire le gouvernement. Et puis on ne peut pas, j'allais dire, d'une certaine manière, proposer des primes qui sont non contributives, voyez, et de l'autre, se désespérer qu'il n'y ait pas de recettes pour l'assurance, pour la sécurité sociale. De la même manière, vous savez que dans ce dernier quinquennat, les baisses de cotisations n'ont pas été compensées à la sécurité sociale. Nous voulons sanctuariser le budget de la sécurité sociale et que la loi qui avait été votée en 1994 par Simone Veil sur la compensation soit systématiquement appliquée. Sur les retraites, vous savez que c'est dans la meilleure des carrières qu'on se construit la meilleure des retraites. Et ce n'est pas pour rien que ce sont les femmes, parce qu'elles ont eu des petites rémunérations, parce qu'elles ont eu des métiers souvent avec des temps partiels subis, avec des horaires atypiques, qui ont des petites retraites. Et donc il faut qu'on travaille sur la régulation du marché du travail, sur la gestion des transitions professionnelles, sur l'égalité salariale. C'est important, et sur le travail des seniors. Et puis pardon, je termine. Nous sommes opposés à l'allongement de la durée, de l'âge légal de la retraite. Nous voulons conserver le principe des carrières longues et travailler à nouveau sur les critères de pénibilité qui doivent être restaurés, sans doute pas dans les conditions de mise en œuvre qui avaient prévalu et dont on a tous mesuré la difficulté. Mais cette question, vous savez, il y a 11 ans de différence d'espérance de vie entre un cadre et un égoutier, 6 ans entre un cadre et un ouvrier. On a besoin de travailler sur ces sujets-là dans une logique de prévention, parce que la réparation, c'est une demi-justice. Voilà, je suis toujours trop long. Non, là c'est parfait. Bon, voilà. Le timing est parfait. Merci Boris Vallaud, porte-parole d'Anne Hidalgo. Vous disiez récemment dans la presse que ce type d'exercice permettait d'entrer en profondeur dans les dossiers, que c'était important. On essaye. Voilà, on a essayé de le faire là. La prochaine candidate, ce sera Valérie Pécresse. Elle sera là à ce pupitre d'ici quelques minutes. En attendant, je vous propose de regarder et d'écouter une petite série de paroles de terrain qui ont été tournées en région, au cœur de vos entreprises de proximité. Je vous rappelle qu'on est ensemble toute cette matinée pour une émission exceptionnelle sur les entreprises de proximité, et on va entendre les candidats à la présidentielle. À tout de suite.